Bonjour à tous. Merci d'être présents pour, ce premier Parlons Data, qu'on organise, avec toute l'équipe du salon de la data. Hem, on est là pour, environ, 1 heure pour parler, du data mesh et on aura donc le plaisir, d'accueillir, Mick Levy, de Business et Décision qui va présenter, ce qu'est le data mesh, le concept derrière, ce mot dont on entend, de plus en plus parler et ensuite, on aura le plaisir d'accueillir, Simon Morin et Stéphanie, Balthus, de Le Bon Coin, qui nous parleront de comment ils ont mis en place, ce concept, l'état de leur réflexion, autour, du data mesh et de ce que ça apporte chez Leboncoin. Je vais passer la Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, dans le chat, on essaiera de les poser, à la fin et je voulais vous souhaiter, une bonne conférence et je passe la main, à Mick pour la présentation. Super. Salut Thomas, bonjour à tous. Je dois dire que je suis ravi Thomas de ton invitation. Je crois que c'est le premier webinar du salon data et Ouais. comme tu le sais, chez Business et Décisions, on est des grands fidèles du salon data puisque, on est avec vous, depuis la première édition et on est toujours ravis de partager, notre expérience, au salon data à chacune des éditions. Et c'est un vrai plaisir de se retrouver aussi sur ce mode, webinar. C'est intéressant pour présenter donc, un sujet clé aujourd'hui qui est donc celui du data mesh. Alors, je vous lance en même temps le partage de mon écran. Normalement, vous devez voir mon écran. Normalement, vous devez m'entendre et vous devriez aussi me voir en petit. Voilà, normalement, il y a tout qui est bon niveau technique. Alors Thomas l'a dit, n'hésitez vraiment pas à interagir, à poser des questions. Moi, je tenterai de les prendre au fur et à mesure autant que faire se peut. Sinon j'y répondrai en tout cas en fin de session. Alors merci Thomas de m'avoir invité pour ce sujet du data mesh, car c'est un sujet, duquel je m'intéresse, beaucoup. Depuis 3 ans, les publications sur ce sujet se sont totalement multipliées. Alors évidemment, les fournisseurs de solutions technologiques, notamment de cloud, de virtualisation de données, se jettent à corps perdu dans cette bataille du data mesh qui est en train de devenir très médiatique, en tout cas dans le petit milieu de la data. Et puis, il faut aussi dire que ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas eu un nouveau grand concept général autour de la gestion des données. On va y revenir. Il y a bien sûr celui du data warehouse. Avant ça, il y avait celui de l'infocentre. On a eu le data lake, qui était le dernier grand concept sorti il y a une dizaine d'années, on va dire. Et puis, jusqu'à maintenant, on était face à des paradigmes d'extrême centralisation des données. Là, avec les data mesh, on renverse tout et on a un concept qui adresse à la fois le volet technique, le volet architecture, mais aussi on verra le volet méthodologique, organisationnel et la manière d'embarquer l'entreprise avec nous au global sur les sujets de la data. Ma mission du coup dans ce talk, c'est celle que m'a donnée, Thomas en tout cas, c'est vous expliquer tous les concepts autour du data mesh pour que vous puissiez vous faire votre propre idée sur le sujet. Est-ce qu'on est face à un véritable nouveau concept ou finalement un remix ultra marketé de recettes déjà établies? Donc voilà, je vais vous donner tous les éléments dans la demi-heure qui suit pour que vous puissiez vous faire votre propre idée du sujet. Je suis donc Mick Levy, je suis directeur de l'innovation business pour le groupe Business et Décisions. Voilà 20 ans que j'accompagne les entreprises dans leurs projets data et dans leur transformation de data avec Business et Décisions. Ça fait 20 ans que je fais Business et Décisions, 20 ans dans la data, donc c'est un domaine qui me passionne, vous pourrez le voir. Et mon rôle aujourd'hui, c'est d'aller chercher nos meilleurs retours d'expérience sur toutes les géographies, sur tous les secteurs, pour toutes les typologies d'entreprises pour lesquelles Business et Décisions intervient, pour vous en faire bénéficier sous forme, comme aujourd'hui, de conférences, de webinars, de publications, de missions de conseil aussi sur lesquelles j'interviens et puis sous forme de publication, d'un livre puisque donc, j'ai publié aux éditions Duno mon livre «Sortez vos données du frigo». Il est sorti l'année dernière, il a 1 an maintenant, et donc, voilà, n'hésitez pas à vous le procurer même si le data mesh n'était pas un des thèmes évoqués ou alors très, 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 très succinctement. Ce livre est un manifeste pour une exploitation intensive et responsable
de la data et de l'IA. Donc, je suis sûr que si le sujet vous intéresse, le livre devrait vous intéresser aussi. Quelques mots sur business et décision très rapidement pour que vous puissiez situer la portée du retour d'expérience que je vous donne aussi. Donc, on est une société de conseil, une société de service spécialisée sur tous les sujets de la data. On accompagne nos clients à 360 degrés, depuis leurs questions stratégiques, même d'idéation sur la data, jusqu'à la mise en œuvre de projets et jusqu'à la mise en œuvre aussi de tous les algorithmes d'IA qui vont apporter un maximum de valeur, évidemment, sur cette exploitation des données. On est 2400, vous le voyez, on est présent dans 11 pays, on est présent un peu partout en France et notamment, bien sûr, le Salon de la Data a un ancrage fort sur le bassin nantais. Donc, sur toute la zone nord-ouest, on y est très, très présent aussi. Sachez d'ailleurs qu'on recrute, j'en profite pour passer ce message, des data engineers, des data scientists, des data analystes, des experts conseils, des architectes. On recrute sur toutes les fonctions de la data. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, à postuler directement sur notre site web et puis aussi à nous suivre sur LinkedIn pour suivre toute notre actualité. Alors, je propose maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, de quoi je vais vous parler? On va revenir un tout petit peu sur l'histoire du data mesh et pourquoi ce concept émerge maintenant. On va passer un bon moment surtout sur les concepts, puisque c'est la mission qu'on m'a donnée. C'est quoi le data mesh? Quels sont les concepts? Et puis, en fin de session, on verra quelles sont mes grandes convictions, de par mon expérience, de par ce que je vois chez nos clients et les clients qu'on accompagne sur ces sujets-là. Quelles sont nos convictions? Comment pouvoir y aller? Quels sont les premiers pas aussi à effectuer pour aller dans le grand monde du data mesh? Alors, je vous le redis, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions au fur et à mesure. Je vois que vous êtes très, très nombreux sur ce webinaire. C'est top. Et n'hésitez vraiment, vraiment pas à interagir. Ça n'en sera que plus riche. Alors, j'ai envie de vous parler du concept du data mesh d'abord, en parlant de ce plus grand sujet, qui est celui de la tragédie des silos. Ça fait partie des grands concepts dont je parle depuis très longtemps et qui nous vaut tous les travaux qu'on réalise en data dans les entreprises. Sans la tragédie des silos, je vous parie qu'on parlerait beaucoup moins de tous ces sujets de gouvernance des données, de passage à l'échelle et même tous les métiers de data engineer et autres n'auraient pas du tout l'importance qu'elles ont à cause de cette tragédie des silos. Alors, c'est quoi cette tragédie des silos? C'est que toute l'entreprise est silotée. C'est son organisation naturelle. On a des silos par service, on a des silos par produit, on a des silos par canaux de vente. Et à la fin, tous ces silos organisationnels se retrouvent par effet mécanique dans les silos de données et les bases de données se retrouvent du coup extrêmement silotées de la même manière. Et ça nous amène énormément de difficultés. On pourrait même dire que cette tragédie des silos, finalement, se joue en 7 actes. Vous les voyez ici, identifier les données utiles, y avoir accès à ces données, ensuite permettre de les croiser, permettre de les profiler, les mettre en qualité, de les gérer sur des technologies qui sont parfois très hétérogènes dans l'entreprise, de vouloir les préparer et ensuite de partager les résultats. C'est cet acte, c'est cette plaie, on pourrait dire même, de cette tragédie des silos auxquels les entreprises font face et auxquels nous, professionnels de la data, et vous aussi certainement qui nous écoutez, faites face au quotidien. La réponse qu'on a toujours cherché à amener depuis 40 ans à cette tragédie des silos, c'est une extrême centralisation des données. Par le data warehouse, par le data lake, mais à chaque fois, on a cherché à centraliser les données. L'idée fondatrice du data mesh, c'est de dire cette tragédie des silos existe, mais plutôt que de lutter constamment contre elle avec de la centralisation, pourquoi on ne jouerait pas avec? Et pourquoi on ne tirerait pas parti du fait que l'organisation est massivement silotée et les données opérationnelles sont massivement silotées aussi? Jouons avec. Alors, on va voir comment. Et moi, ce que je vous propose, c'est de jouer avec aussi un super-héros, puisqu'on peut le dire, si le data mesh était un super-héros, eh ben, je crois que c'est quand même Spider-Man, le roi de la toile, on peut le dire, qui incarnerait le mieux ce concept de data mesh. Mais en vrai, derrière ce concept de data mesh ne se cache pas un super-héros, mais une super-héroïne, on peut le dire comme ça, Zhamak Dehghani. C'est elle qui est à l'origine de ce concept, qui est venue théoriser tout ce concept de data mesh. Donc concrètement, ce concept, elle l'a inventé en 2018. Elle a continué à le développer sur 2019 et jusqu'à 2021. Et jusqu'à arriver à mettre tout ça dans un livre qui est sorti aux éditions Aurélie,
tout récemment, puisque son livre a été sorti au mois d'avril, au mois d'avril de l'année dernière. Donc, vous voyez que c'est un concept qui est tout récent. Si vous entendez d'ailleurs des entreprises qui vous disent: «Nous, on est en mode data mesh et on est une entreprise traditionnelle», hein, je ne parle pas des startups ou autres, mais une entreprise traditionnelle qui serait totalement en mode data mesh, envoyez-la moi parce que le retour d'expérience m'intéressera. En fait, on est dans une phase du marché où on est plutôt en train de regarder ces concepts, de s'y intéresser et de voir comment les appliquer peu à peu, si on estime qu'ils sont effectivement pertinents pour l'organisation. Donc, en tout cas, notre super-héroïne du jour, c'est elle, Zhamak Dehghani. Elle travaille à ThoughtWorks et c'est elle qui a donc inventé et est venue théoriser finalement tout ce concept du data mesh. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce concept? Et je pense que le mieux placé pour y répondre, c'est bien Spidey, hein, Spider-Man. Donne-nous une définition de ce concept de data mesh. Donc, vous allez voir ici, avec une définition que j'ai tenté de garder assez simple. En tout cas, j'ai repris celle de Zhamak Dehghani, hein, tout simplement. Donc, c'est quoi le data mesh? C'est une approche socio-technique et qui est totalement décentralisée, qui va permettre donc de manager et d'accéder aux données à des fins analytiques et surtout à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle des usages qu'on va pouvoir avoir de la data. Alors, vous le voyez, chaque mot est important. Le premier mot, c'est le mot décentralisé qui vient marquer une rupture très claire avec les précédentes approches de data management. On voit aussi que ça n'est pas qu'une approche technique, loin s'en faut. Le data mesh n'est pas une technologie. Le data mesh n'est pas que sur le volet architecture ou infrastructure. On est sur une approche globale de gestion des données qui embrasse aussi le côté technologique, bien sûr, mais c'est une approche globale. On s'intéresse aux données analytiques, alors par opposition aux données de gestion, hein. On est bien sur les données pour faire du pilotage de l'entreprise, mais surtout pour créer de nouveaux produits, pour mettre l'IA à l'échelle de l'entreprise, pour permettre de faire de l'IA dans les processus métiers, d'amener de l'analytique dans les processus métiers. On est bien sur toutes ces questions-là. Et avec un passage à l'échelle, qui est un des écueils qu'on rencontre actuellement sur les technologies plus centralisées. Donc, voilà pour cette définition du data mesh. Si on prend un peu de recul sur les précédents concepts, le premier, on pourrait dire que c'était le data chaos. Donc ça, c'était il y a, disons, une quarantaine d'années, peut-être même plus. Alors, les plus vieux comme moi s'en souviennent, hein, c'était l'ère de l'infocentre. Une de mes premières missions chez Business et Décision a été d'accompagner un de nos clients à migrer de l'infocentre vers les nouveaux concepts à l'époque du data warehouse. Et donc, on avait fait une étude, un audit de l'entreprise et il y avait 3500 flux, 3500 fichiers infocentres qui se croisaient entre les différents services, qui chacun n'avait plus aucune cohérence avec les autres. Et là, on était vraiment dans le monde du data chaos, avec des données absolument pas gouvernées, absolument pas maîtrisées, des règles de gestion pas maîtrisées non plus. Et évidemment, ça amène énormément de problèmes. Bref, nous appesantissons pas là-dessus, puisque depuis, on a fait quelques progrès. Ces progrès ont été amenés par les approches data-centric. On peut parler évidemment de l'approche du data warehouse et aussi de l'approche du data lake. Les deux sont très différentes, mais les deux, évidemment, avaient pour ambition de venir centraliser les données et de proposer une approche gouvernée, centrale, autour de tout le patrimoine de données de l'entreprise. Donc là-dessus, évidemment, on a plus de 30 ans d'expérience sur ces approches de données centralisées. On sait comment elles fonctionnent, on sait aussi quelles en sont les limites. C'est très adapté pour les usages de business intelligence, d'où tout ce qu'on fait autour du data warehouse notamment. C'est très adapté pour sortir des indicateurs, pour mettre en place des tableaux de bord qui soient parfaitement cohérents, avec une très, très forte cohérence des données. Mais par contre, c'est beaucoup, beaucoup moins adapté pour un certain nombre de limites. On peut notamment parler des limites autour de la qualité de données, problème qu'on n'a jamais réellement parvenu à apporter une réponse fiable, durable à l'échelle de l'entreprise. C'est très compliqué aussi d'aller sur tous les nouveaux usages de la data et de les passer à l'échelle avec ces approches centralisées. Je pense à tous les usages de machine learning passés à l'échelle, donc on parle du MLOps. Je pense à tous les usages autour du temps réel aussi. Tout ça est extrêmement complexe sur des approches data-centric. Et c'est à ça que vient répondre l'approche data mesh.
Alors, vous le voyez, ce schéma-là est un peu complexe. On va le détailler, on va venir montrer chacun des concepts pour comprendre comment est organisé ce schéma. Mais vous voyez déjà qu'il vient rompre avec les précédentes approches de par cette organisation en domaines et avec des domaines qui sont très, très proches des métiers. Ça va être un des grands, grands enseignements du data mesh. Alors, je propose qu'on tombe le masque de Spider-Man. Il ne vous révélera pas son visage quand même, mais on va démasquer quand même ce qu'est le data mesh. Et le data mesh, et là encore, je me réfère au grand concept de notre super-héroïne Jamak. Le grand concept, donc, il y en a 4. Et ces 4 concepts qui sont interdépendants, qu'il faut mettre en œuvre ensemble pour aller véritablement vers le data mesh. On va zoomer sur chacun de ces concepts maintenant. Je vous les donne. Donc, c'est le domain oriented, c'est le data as a product, c'est le self-serve data platform, et puis c'est la federated governance, une gouvernance fédérée. On va les détailler ensemble puisque c'est vraiment là le cœur de l'enjeu du data mesh que de comprendre ces différents concepts. Donc, premier pilier du data mesh, parmi les 4 piliers, c'est cette orientation métier, c'est cette orientation par domaine, c'est le domain oriented. Donc, dans ce concept-là, on va avoir un découpage métier et on va permettre à chaque métier qui réalise lui-même toutes ses initiatives en data. On va organiser et découper donc les différents domaines de données par domaine métier. Et ce qu'on veut, c'est rapprocher au plus près toute l'organisation, toute la gestion, toute l'autonomie dans le déroulement des projets des différents métiers. C'était en fait un des gros écueils des approches centralisées, que tous les data engineers qui travaillent sur les data lakes se retrouvent à prendre des données qui viennent de partout dans l'entreprise, sans du tout en maîtriser finalement les tenants aboutissants d'un point de vue métier, puisque eux, leur rôle est de venir centraliser les données et toutes les données de l'entreprise, et pas de connaître le détail de chacun des métiers. Et donc forcément, ça a amené beaucoup de complexité sur cette orientation métier. C'est ça qui nous amène aussi tous les problèmes de qualité de données, puisque on balance les données, mais sans bien les maîtriser, sans bien les connaître d'un point de vue métier. Et en plus, ça n'a pas simplifié non plus le fait d'embarquer les métiers dans les approches data. Donc là, on va faire des domaines de données très proches des métiers. Et ce sont les métiers autant que possible, en tout cas avec une organisation hybride, qui vont être autonomes pour gérer de bout en bout toutes leurs initiatives, tous leurs projets. Vous allez voir qu'on va parler de produits, tous leurs produits data. Ça déjà, c'est un très, très gros changement par rapport à ce qui se fait actuellement dans la plupart des entreprises. Deuxième concept, c'est celui du data as a product. Dans ce concept, littéralement, les données deviennent le produit. Si vous travaillez en mode projet actuellement, intéressez-vous aux travaux en mode produit. Vous allez voir que ça influence beaucoup sur la méthodologie notamment, sur l'implication des différents profils aussi dans le développement des produits. Et là, on va encore plus loin, puisque la mission de chacun des domaines de données va être de mettre à disposition des produits, en ayant en tête que, comme pour un produit, on a des clients derrière. Les clients de chaque produit, ça va être les autres domaines de données qui vont pouvoir ainsi accéder aux données qui sont mises à disposition par chacun des domaines. Et donc, chaque domaine aura pour mission de mettre en place des produits qui vont répondre à ces 6 conditions. Les produits doivent être découvrables, on doit pouvoir explorer les données qui sont dedans, doivent être adressables, donc on devra déployer des API ou partager les données via des data marketplaces, par exemple, pour permettre d'accéder à ces données. Les données doivent être documentées, on va revenir sur le sujet de la gouvernance, doivent être fiables, donc la mission de qualité est directement attachée au domaine de données et en plus, je vous le redis, très proche du métier, doivent être interopérables, donc on va respecter un certain nombre de standards d'échange et doivent être sécurisés. Évidemment, ce n'est pas open bar pour tous les produits, il va falloir qu'on régisse aussi les droits d'accès. On verra un petit peu plus en détail comment le faire juste après. Donc ça, c'est le deuxième concept. Vous voyez qu'avec ces 2 concepts, on est très, très proche de l'opérationnel, de comment on développe, comment on s'organise autour de la mise à disposition des données et autour des flux de données. On voit bien que ça va être très, très puissant pour ouvrir les données dans l'entreprise. Les 2 autres concepts vont permettre de mettre en place un framework, un cadre de travail commun et de rationaliser les approches. Le premier porte vraiment sur la partie infrastructure et technologie, donc ça s'appelle Self-Service Data Infrastructure as a Platform. On va définir une plateforme, une infrastructure commune
à l'ensemble des domaines de données. L'idée là est qu'ensuite, chaque domaine de données puisse venir provisionner un bout de cette infrastructure à la demande pour réaliser ces différents produits. Et donc, vous voyez que c'est très puissant parce qu'on va pouvoir avoir une infrastructure technique qui soit unique, qui est totalement agnostique vis-à-vis des technologies. On va pouvoir le dérouler sur plein de technologies différentes et c'est absolument pas la question liée à une technologie en particulier. Et puis ensuite, on va mettre là-dessus un certain nombre d'outils communs, notamment d'API management, notamment de data catalogue, notamment de gestion des habilitations, pour permettre encore une fois de rationaliser la plateforme technique au maximum. On pourra même aller jusqu'à proposer des modèles qui pourraient être des modèles communs, soit des modèles de travail, pourquoi pas des modèles de données parfois, qui pourraient être communs pour se rapprocher au maximum des meilleurs standards. En tout cas, vous voyez, là, il y a une partie où on va vraiment s'intéresser à proposer une infrastructure commune à tous. Et puis, dernier concept, je vois que l'heure tourne très très vite. En fait, la demi-heure ne va largement pas y suffire, mais je vais respecter le timing, t'inquiète pas Thomas. Euh, Dernier concept, c'est celui de la Federated Governance. Donc là, on va garantir en fait l'interopérabilité des domaines par la gouvernance des données. C'est là qu'on va porter le Privacy by Design et c'est là qu'on va mettre en place un data catalogue qui sera commun sur un outil commun et avec des concepts et des normes communes pour documenter l'ensemble des données. Et ensuite, chaque domaine de données a à sa charge de venir documenter les produits qu'il met à disposition. Du coup, vous voyez, c'est là qu'on est dans une gouvernance qui est fédérée, on travaille tous ensemble et avec une fédération qui est avec un certain niveau de centralisation, on va dire plutôt de fédération. Et c'est hybride, puisqu'il y a des choses qui sont quand même déployées en centrale, notamment sur les moyens, sur les règles, sur les standards. Et puis ensuite, c'est directement dans chacun des domaines de données qu'on va venir définir, documenter les informations et mettre en œuvre tous les principes de gouvernance. Donc voilà, ces 4 concepts, je vous les redonne. Domain oriented, une orientation par domaine très proche des métiers. Data product, chaque domaine de données aura pour mission de mettre à disposition des produits de données. Donc concrètement, c'est des données qui vont être mises à disposition, des datasets ou parfois des données unitaires, pourquoi pas, sur des données, sur des indicateurs avancés ou sur des résultats d'algorithmes, par exemple. Donc c'est vraiment des données qu'on met à disposition. Et puis 2 autres concepts pour permettre que tout fonctionne bien. L'un autour de l'infrastructure qui est du coup partagée, provisionnée en self-service et l'autre autour de la gouvernance pour avoir une bonne documentation, une bonne traçabilité aussi autour des usages des données. Donc ça, ce sont vraiment les 4 concepts, je dirais, fondateurs du data mesh. Et donc, si on revient à mon schéma initial, comment ça fonctionne? Donc, vous le voyez, on va définir des domaines de données attachés à certains métiers directement. Là, dans mon exemple, j'ai fait un domaine de données marketing, un commerce, un supply. Les domaines de données pourront être découpés plus finement ou plus grossièrement. Ça va vraiment dépendre des objectifs de l'entreprise et de son organisation aussi. Chaque domaine de données définit des produits data, c'est mes petites étoiles là en orange, et donc est tout à fait autonome pour construire ces produits. Vous voyez les différents flux qui sont représentés en gris. Et puis ensuite, il y a une utilisation, il y a des échanges entre les différents produits data, donc c'est tous les flux que j'ai représentés en orange, via de l'API, via de la virtualisation des données, via des data marketplaces, via pourquoi pas de l'accès direct en SQL, parce qu'en analytique, ne nous l'aurons pas, c'est encore ce qu'on fait très très souvent. Mais tout ça avec une gestion des accès, avec une infrastructure qui est gouvernée, qui est commune pour permettre un bon fonctionnement. Et c'est ce que j'ai appelé, alors ça, c'est pas un terme que j'ai repris de la théorie, là, c'est moi qui vous le propose, le Data Mesh Hub, qui va permettre de regrouper tous ces besoins, tous ces éléments qui sont fédérés quand même à l'échelle de l'entreprise. Donc, vous voyez, le data mesh, c'est un concept finalement très, très large, très global. Ça n'est pas du tout que de la technologie, loin s'en faut. Ça n'est pas du tout une organisation non plus. Ça n'est pas que de la gouvernance. Ça n'est pas que de la méthodologie. C'est un ensemble d'éléments qui vont permettre véritablement de passer sur un autre mode de fonctionnement sur tous les sujets de la data et sur la gestion
des données à l'échelle de l'entreprise. Alors la question qui peut rester dans les 4 minutes qui me restent, c'est comment on se lance? Par quoi on commence? Parce que si vous appréciez bien le sujet, vous voyez que c'est quand même, une rupture, totale. Ça va nécessiter de beaucoup plus impliquer les métiers. Ça va nécessiter de décentraliser les équipes. Les équipes data dans les entreprises sont aujourd'hui encore très, très centralisées. Ça va nécessiter de travailler en termes d'infrastructure et d'organisation de façon très différente. Ça va nécessiter de revoir les méthodologies autour du produit. Donc il y a beaucoup, beaucoup de questions et donc on peut se poser la question: comment se lancer? Donc moi je vous propose, je vais vous donner 2 conseils. Je vais vous donner un POC à réaliser rapidement et puis je vais vous mettre l'accent sur un chantier prioritaire. Premier conseil, c'est celui que j'entends depuis toujours dans la data. Moi, c'est pas 40 ans que j'entends, ça fait 20 ans en tout cas, qui est le penser grand, pardon, et le démarrer petit. Penser grand, démarrer petit. Il faut avoir une vision globale du data mesh pour faire les bons choix, mais il faut démarrer petit pour y aller peu à peu et de façon hyper itérative. Vous ne transformerez pas votre fonctionnement du data management dans votre entreprise en un jour autour du data mesh. L'autre élément qui va avec, c'est qu'il faut absolument avancer sur les 4 piliers en parallèle. N'en négligez pas un, parce que sinon, il y a tout un pan qui va tomber et ça peut amener des grands dysfonctionnements. L'autre élément aussi, quand vous allez vouloir avancer de manière itérative sur le data mesh donc, c'est de ne pas confondre le data mesh et ses grands principes avec un cahier des charges. Ne cherchez absolument pas à appliquer tous les concepts du data mesh de façon dogmatique. Vous n'y arriveriez pas. Ça serait bien trop complexe et beaucoup trop sclérosant. Il faut adapter les différents concepts du data mesh à votre propre fonctionnement, à vos enjeux, à la stratégie de votre entreprise, à votre mode de fonctionnement. C'est vraiment un point clé. Et vous l'avez peut-être vu d'ailleurs dans mon schéma, on peut tout à fait se permettre de faire des produits data qui soient centralisés au sein de mon data mesh hub là. Par exemple, des référentiels clients qui vont servir à tous. Acceptons de garder certains éléments centraux et qui pourront, ces éléments centraux d'ailleurs, être pris de ce que vous avez déjà fait dans vos data lakes ou dans vos data warehouse par exemple. Le POC qui est réalisé et la manière de se lancer du coup de manière itérative, c'est ça, c'est de lancer un POC. Et ce POC, moi je vous conseille de le réaliser en réalisant un premier produit data. En prenant un exemple et en cherchant à appliquer tous les concepts du data mesh à cet exemple, à un premier produit data. Donc, par exemple, si vous êtes au marketing, mettre en place une base de données avec une segmentation client. Mettre en place une segmentation client pourrait être un produit data et mettre à disposition cette segmentation client via API, via une data marketplace interne de autres personnes qui pourraient avoir besoin de cette segmentation client, notamment le commerce, mais aussi les achats pourraient y trouver un avantage par exemple. Et donc, appliquer tous les concepts au déroulement de ce premier produit data, parce que du coup, vous allez pouvoir vraiment tester le data mesh en action dans votre entreprise. Et puis, dernier conseil, il y a un chantier que personnellement je prioriserai parmi les 4 grands piliers, qui est celui de la federated governance, puisque c'est finalement ce qu'on essaye de faire en gouvernance de très, très longue date et qui est compliqué à appliquer, mais c'est sur celui-là qu'il faut le plus progresser et en plus, il faut mettre un bon pied dans le data mesh. Donc parvenir à mettre en place cette gouvernance que j'ai appelée hybride, du coup, avec un data catalogue qui est centralisé, avec un framework autour de ce data catalogue, avec tous les standards et toutes les règles de mise à disposition de ce data catalogue, et puis d'impliquer les métiers, là aussi domaine par domaine, peut-être de façon itérative, pour venir documenter ses propres données. Et si en plus on mixe mon POC, donc, on fait un premier produit data, par exemple une segmentation client, avec ce chantier prioritaire, et ben, on ira vraiment au bout des choses pour bien tester les différents concepts du data mesh. Donc voilà pour ces quelques conseils. Je crois que je pourrais vous parler de ce sujet du data mesh pendant des heures et des heures, voire certainement des jours. N'hésitez pas si vous avez quelques questions. J'ai volontairement pas abordé des aspects très technologiques, puisque pour moi, je vous le redis, c'est pas un aspect technologique, même si bien sûr, on peut le dire, les technos du cloud, les technos de la virtualisation de données en particulier, permettent très, très bien d'appliquer tous les concepts du data mesh de manière plus simple.
Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Thomas aussi, si tu veux amener un commentaire, bien sûr. Alors, je vois qu'il y a une question de Delphine, mais à laquelle j'ai répondu en cours de route, effectivement. Qui gouverne les produits data du Data Mesh Hub? Donc, on est vraiment sur, je reprécise, sur une gouvernance hybride, hein. En centrale, on met en place tous les moyens, toutes les règles de gestion, donc le catalogue, mais aussi le catalogue des API, des produits, mais aussi tout ce qui est gestion des accès, etc. Et ensuite, chaque domaine de données est parfaitement autonome pour régir, pour documenter, pour gérer au quotidien tous ces éléments-là. C'est eux qui doivent gérer au quotidien tout ça, puisque c'est eux qui maîtrisent le mieux les produits et les données qui sont mises à disposition. Alors, Yolène nous demande, y a-t-il un enjeu de valorisation du produit data? Alors, cet enjeu, ce sera un enjeu de valorisation, pour la plupart des cas, en interne. Et c'est bien, là-dessus que se situe le problème, hein, aujourd'hui. Comment faire qu'en interne, les données soient plus libérées, soient plus fluides, puissent servir le plus grand nombre? Donc oui, en interne, on pourra faire la promotion des produits data qu'on met à disposition des autres domaines de données. Cette promotion, en plus, elle se fera assez naturellement grâce à la gouvernance de données, grâce au catalogue des API, grâce au catalogue des produits data qui va être mis en place de façon fédérée. C'est comme ça qu'on vendra ces produits data en interne. Et en tout cas, ta question est intéressante, Yolène, parce qu'elle montre bien le changement de vocabulaire aussi. Le fait qu'on parle de produit laisse entendre directement qu'il y a un client et laisse entendre que ça peut avoir une valeur. Alors, tu poses une autre question d'ailleurs. On vend combien un produit data? Alors, en interne de l'entreprise, on ne le monnayera pas. En tout cas, je ne vous conseille pas de commencer à jouer là-dessus. Ça amènerait des complications budgétaires assez fortes. Par contre, ta question laisse entendre aussi un autre thème qui est tout celui de la monétisation des données et de la vente de données en externe. Et là, on sort un petit peu du concept de data mesh, donc on ne le couvrira pas ici. Mais Yolène, n'hésite pas à ce qu'on prenne contact sur LinkedIn si le sujet t'intéresse. J'échangerai bien volontiers avec toi. Thomas, interromps-moi, mais je vois qu'il y a une autre question. Si on a le temps de la prendre, Ouais. je vais essayer d'y répondre rapidement. La dernière, c'est ce que Allez, top. j'allais te dire. Génial. Une question de David, que je salue David, ça fait un petit moment qu'on n'a pas échangé ensemble d'ailleurs. Pour tout de même faire le lien avec la technique, le Data Hub devient-il un Data Mesh Hub principalement par l'organisation et les responsabilités par domaine? Attends, je cherche à bien comprendre la question. Est-ce que le Data Hub devient un Data Mesh Hub principalement par la... D'accord. Alors, il faut bien comprendre, le Data Hub tel qu'on l'appelait avant, certains l'appelaient un data lake, d'autres un data hub, d'autres un data center. Enfin, j'ai entendu plein de mots différents autour de ça. C'était un concept technique. C'est une base de données et ça repose sur une technologie unique pour venir tout centraliser. Là, le data mesh hub tel que je vous l'ai présenté, la partie fédérée centrale, c'est quelque chose de plutôt d'organisationnel. C'est là où on met tous les moyens, à la fois d'infrastructure, parfois de base de données, comme c'était le cas avec le data hub, à la fois d'organisation, pour permettre que le data mesh fonctionne bien et que chaque nœud de notre toile soit bien cohérent. Donc, on est sur deux systèmes un petit peu différents, même si on ne jettera pas le bébé avec l'eau du bain. Tout ce qui a été fait en data warehouse, en data hub, en data lake dans les années précédentes vous seront encore utiles. Je Ouais, je Alors Thomas, pro justement, il y a une question qui va nous faire un super lien, puisqu'il y a la question de Yanis, tu as vu, qui dit: «Comment peut-on passer d'une vision data-centric vers une vision data mesh concrètement?» Alors en une demi-heure, Yanis, je m'excuse de ne pas avoir eu le temps de répondre à toutes ces questions, mais on peut reprendre contact si tu le souhaites pour aller plus loin. Mais surtout, je crois que la présentation d'après devrait te donner quelques, éléments de réponse. Thomas, je te laisse Ouais, introduire. c'est ce que j'allais dire. Tu as raison, ça fait une superbe C'est clair. transition. Merci de la question, Le Yanis. Ouais, et c'était pas préparé. En fait, l'objectif qu'on voulait faire en organisant, ce Parlons Data, c'était, vraiment d'avoir un côté, on va dire, plus, présentation, théorique, que Mick a fait, et derrière d'avoir, le retour, de la vraie vie avec, les questionnements, par un utilisateur ou un client final. Et donc, ben, on a le plaisir donc d'accueillir, ben, Simon et Stéphanie de Le Bon Coin, qui se sont posés les questions de la mise en œuvre d'une data mesh et qui vont donc nous expliquer
les réflexions qu'il y a eu chez Le Bon Coin et jusqu'où ils sont allés. Voilà, je vous laisse la main, Stéphanie. Merci beaucoup. Alors, on va essayer de faire ça. Alors, est-ce que la magie de la technique va fonctionner déjà? Hop, hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est tout bon. On le voit parfaitement. On t'entend très bien, Simon, aussi. Parfait. Et il nous voit ou pas? Ouais. Vous nous voyez ou pas? Et on vous voit en petit, en vignette. C'était le grand stress, en fait. C'était les choses de la technique, tout ça. Alors, effectivement, là, on est là aujourd'hui, Steph et moi, pour essayer de vous expliquer un peu l'évolution globale du data engineering chez Le Bon Coin sur 15 ans et comment on est passé à la base d'un hack, on va pas se mentir, justement à cette approche data mesh. Et donc, on va refaire un peu l'historique et passer justement par les phases de centralisation de données et ainsi de suite, vous expliquer un peu comment on a géré ça et quelles problématiques on a eu au fur et à mesure, etc. Le Bon Coin, très rapidement, donc une société de petites annonces en ligne, leader sur son marché depuis 2010, qui a beaucoup grossi. Aujourd'hui, on est un peu plus de 1500, on est 500 à la tech, enfin en produit tech. Et donc, on a assez souvent comme on va pouvoir le voir, des évolutions assez fortes drivées par la croissance de l'entreprise, tant en termes d'architecture que d'organisation dans les équipes. Alors, moi, je suis Simon Morin, donc je suis lead architecte chez Le Bon Coin. Je travaille là depuis 2012. Je suis rentré en tant que dev BI, ensuite je suis passé data engineer et aujourd'hui je suis architecte sur un poste un peu plus transverse. Et du coup, moi, c'est Stéphanie. Je suis rentrée chez Le Bon Coin en 2013. J'étais chef de projet BI à l'époque. J'y suis restée jusqu'à 2017, donc sur la mise en place d'une belle partie. J'ai migré vers un poste de responsable data, donc toujours sur des fonctions de gestion de projet et de management. Je suis partie faire du développement un petit peu ailleurs et je suis revenue en 2020 pour un des projets qui m'intéressait bien. Et donc, je suis lead data ingénieur chez Le Bon Coin depuis. Donc, on va faire débuter cette histoire au moment où on arrivait, nous, dans la boîte, donc c'est en 2012. À l'époque, quand on arrive, la stack data du Bon Coin, c'est ça. C'est-à-dire un script shell, oups, pardon, j'ai spoilé, un script shell qui allait crawler dans la base de données de prod les informations, qui allait aussi crawler les logs applicatifs du Bon Coin, pour chaque jour calculer des KPI, les mettre dans le corps d'un mail, les envoyer au marketing, et les gens du marketing récupéraient ce mail tous les matins, copier-coller le contenu dans un feuillet Excel à 12 500 onglets. Essayer de faire des analyses on top. Alors, pragmatiquement, ça a permis d'avoir rapidement des statistiques sur l'usage du site et ainsi de suite. Mais au bout de 5 ans, ce script shell, c'était devenu un monstre, un plat de spaghettis infâme. Personne ne voulait mettre les mains dedans. Il mettait la prod à mal par moment. Et donc, il était assez clair qu'il fallait tuer le monstre qui avait été créé. Et du coup, nous, on est arrivé avec nos petites papates pour monter une stack de BI. Donc, l'idée, là, on a vraiment fait un truc by the book, assez classique. On a construit une première brique d'ETL qui, du coup, récupérait une partie des données dans les systèmes de prod, les inscrivait dans un cache, les transformait là, les mettait en format en étoile optimal pour des requêtes un peu plus séquentielles, et stocker ça dans une base data warehouse au-dessus de laquelle on avait une application web de BI qui permettait à nos gentils marketeurs d'avoir une expérience incroyable pour l'or à base de tableaux croisés dynamiques et de dashboards. Donc ça a plutôt bien marché. Ils ont senti un changement de leur quotidien assez vite. Mais par contre, on s'est très vite rendu compte que c'était très très difficile à incrémenter. Or, il y avait plein de besoins, mais on était extrêmement lent à ajouter de nouvelles features et surtout la plateforme était très instable. Pourquoi ? Parce que à l'époque déjà, Le Bon Coin, même sans parler de données web, parce qu'à ce moment-là, on ne les traitait pas, même en restant sur des objets relationnels classiques comme les petites annonces, on avait des dizaines de millions d'événements en base chaque jour
Et du coup, nos pipelines craquaient et nos reprocessing étaient extrêmement longs. Et on a essayé de gérer ça de plein de façons différentes. On a pris des machines énormes, on a essayé d'optimiser les confs des DB, les IO, paralléliser, multithreader comme des fous. Mais à chaque fois, en fait, on dépassait un mur et on s'en payait un autre juste derrière. Et donc, au bout de 2 ans, on en est venu à affronter l'évidence, à savoir qu'on avait créé un second monstre qu'il allait falloir débrancher aussi. Et à ce moment-là, on a essayé de se donner un petit peu de temps pour formaliser ce qu'on voulait faire derrière. Et donc, à ce moment-là, on se met des objectifs. On prend un peu de recul sur tout ce qui a été et tout ce qui a moins bien été. On réfléchit à plusieurs, que ce soit les techs d'un côté, mais aussi nos clients, côté business analyst à l'époque, les marketeurs. Et on se dit qu'on va créer une data platform et on se fixe d'une part un objectif d'échelle, parce que c'était notre principale source de frustration. Donc là, on ne veut plus être limité par des limites physiques, des limites d'infrastructure. On s'est beaucoup dit que la BI n'était pas une source de données, même si on voyait qu'il y avait de l'attraction pour d'autres systèmes qui auraient voulu réutiliser notre donnée. Donc on se dit qu'on va créer une plateforme. Et on a beaucoup vécu des journées à rattraper les données pendant toute la journée. Et donc on se dit qu'on va augmenter la résilience de notre futur système. Et donc pour faire ça, d'une part, comme un peu tout le monde à l'époque, on se dit qu'on va se baser sur le scaling horizontal. Plutôt que de monter la RAM jusqu'à l'infini, on va plutôt essayer de distribuer nos flux sur plusieurs machines, donc scaler de manière horizontale. À côté de ça, on ne va pas non plus réserver 50 machines pour 3 ans, quand au quotidien, on n'en a besoin que de 3. Donc on va aussi bénéficier, grâce au cloud, sans spoiler, de tout ce qui va être élasticité. Ensuite, évidemment, côté plateforme, qu'est-ce qu'on va vouloir ? Oui, déjà, on va vouloir créer des produits data-driven. Et pour ça, on va forcément devoir découpler notre architecture. On ne peut plus passer sur une architecture toute simple avec un serveur qui servira à tous les besoins. On va vouloir passer, évidemment, sur un data lake qui nous permettra de stocker la donnée la plus brute possible à des fins de réutilisation. Et enfin, en termes de résilience, on va aussi un petit peu soigner. On va utiliser des outils qui vont nous permettre à la fois de se soigner tout seul et aussi de monitorer notre infrastructure et notre business métier un petit peu comme le lait sur le feu. Et donc pour ça, on va utiliser notre très cher Airflow qui est arrivé en 2015 à peu près, 2014-2015. En tout cas, la V1, ça devait être en 2015. Donc on a étudié un petit peu les outils du marché à l'époque et on s'est directement lancé sur Airflow, qui nous permet donc d'exécuter nos pipelines de manière assez découplée, de réessayer, de retenter quand typiquement on n'arrive pas à joindre une API. On n'a pas besoin d'avoir un data ingénieur qui vient cliquer sur un bouton. Non, ça va retry tout seul en fonction des stratégies qu'on aura mises en place. On va avoir un accès assez poussé à nos logs et donc ça nous permettra globalement à la fois de voir tout ce qui se passe sur nos pipelines et aussi de pouvoir lancer plein de workflows sur des périmètres fixes et restreints, tout en scalant et tout en pouvant également lancer nos flux quotidiens très facilement. Pour la partie huile sur le feu, on ne va pas être très innovant, comme la majorité des boîtes tech, on est parti sur Datadog. Et ce qu'on essaye de mettre en exergue typiquement sur ce dashboard, c'est qu'on surveille à la fois notre infra, ce qui va être I/O, flux de données, l'état de nos disques, de nos CPU, mais aussi d'un point de vue fonctionnel, on veut être sûr qu'on a la fraîcheur attendue pour chacune de nos sources de données. Tout ça, ça nous amène à quoi ? À différents concepts qui sont super importants quand on bâtit une plateforme data. Alors, premièrement, l'idempotence. On se retrouve avec un outil comme Airflow, potentiellement, on va lancer 2 fois les données de la même journée. Si on lance la même journée, on ne veut pas des doublons dans notre base de données, il faut qu'on s'assure que si je lance 2 fois le même flux, à la fin, j'ai une donnée cohérente et unique. Donc, A plus A égale A. Deuxième concept super important également, la commutativité. Donc B plus A égale A plus B, 3 fois 2 égale 2 fois 3. L'idée, c'est que peu importe l'ordre dans lequel on va lancer nos flux de données, il importe très peu parce qu'à la fin,
on a notre donnée est cohérente. On va vous montrer un petit exemple tout à l'heure pour rendre ça un petit peu plus clair. Et grâce à ces deux concepts, on s'ouvre la possibilité à rejouer nos pipelines à l'infini. Si on se rend compte que côté source de données, il y a une valeur qui manquait, c'est plus du tout un souci, on n'a pas d'opération manuelle à faire. Notre stack est faite pour ça, pour être rejoué tant qu'on en a besoin. On relance tout en brute force sans réfléchir. Voilà, on peut tout lancer bourré, tout va bien. Petit exemple du coup d'idempotence et de commutativité avec une simple requête SQL. Là, on a plusieurs choses. La première ligne, typiquement, est très importante. On lance nos flux dans une transaction. Il se passe quelque chose au milieu, c'est pas grave, elle est rollback. L'état de ma base reste totalement fiable et mon client n'a rien vu. Deuxième étape, on supprime le scope qu'on va traiter. On a le même critère pour s'assurer que la donnée qu'on va supprimer correspond à celle qu'on va insérer. Là, on s'assure que A plus A égale A. Ensuite, j'insère ma donnée et je m'assure, grâce à la clause where que vous voyez à la toute fin, que j'insère exactement le même périmètre. Ce qui fait que que je lance mon flux du 17 mars ou que je lance celui du 28 3 jours après, ça n'a aucune importance. Côté base de données, on n'y verra que du feu. Et donc, le concept suivant, je vous laisse 30 secondes pour lire ce petit screenshot. Ça fait 30 secondes. Hein. En temps ressenti peut-être. D'ailleurs, tu devrais peut-être un peu descendre. On n'a pas d'eau. C'est vrai. Et donc là, vous vous doutez bien qu'on va parler d'éventuelle consistency. Vous avez peut-être, je ne sais pas si vous avez vu, mais tout à l'heure, on parlait de lag. Là, on va se dire qu'on a une superbe data platform qui nous permettra de charger des données beaucoup plus souvent qu'en batch quotidien. Mais donc, ça veut aussi dire que potentiellement, on va avoir des désynchronisations au cours d'une journée en fonction de nos différentes sources. Là, on se dit que c'est OK. On accepte que les données de vente soient à l'heure près et que celles des clients soient plutôt à 6 heures près. C'est pas grave, on sait que le lendemain, tout le monde sera bien raccord et qu'on est consistant, donc totalement pertinent à la journée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on accepte et qu'on communique. Et donc, on n'essaye pas de synchroniser l'ensemble des flux, la vision des données du data lake, ou ce genre de choses. Le contrat, c'est la journée. Exactement, la journée ou l'heure en fonction des flux. Voilà. Mais en tout cas, ça nous permet d'éviter d'essayer de tout orchestrer. Voilà. Et donc, maintenant qu'on a nos objectifs, qu'on a bien décidé ce qu'on voulait faire pour les problèmes d'échelle, pour la partie plateforme, pour la résilience, comment on implémente tout ça? Alors, pour ça, on garde un petit peu les mêmes objectifs finaux, mais on s'en rajoute. Et donc, on n'est plus sur une stratégie d'ETL, on va faire de l'extraction et du load. Donc, pour la partie ingestion, on va simplement se limiter à récupérer la donnée de nos sources et la stocker brute dans le data lake. Ça limite les risques d'erreur et ça nous permet aussi de la réutiliser quel que soit le besoin auquel on n'a pas pensé au moment M. À côté de ça, hop, côté inventaire, on va essayer d'inventorier quelle source de données on a et quelle est sa fraîcheur, ce qui nous permet aussi de monitorer toute notre infra. Et côté data lake, un petit peu comme beaucoup de monde, on stocke tout ça, tous nos fichiers bruts sur S3, en parquet, et de manière facile à accéder programmatiquement. En termes d'orchestration, vous avez eu un petit spoil tout à l'heure, on utilise Airflow pour orienter, pour gérer toutes nos pipelines. Tout ce qui va nous demander un petit peu plus de ressources de manière horizontale va aller taper sur du Spark. Donc toutes nos pipelines qui seront distribuées sur un cluster, on utilisera Spark. Et pour le monitoring de tout ça, on utilise Datadog. Ensuite, pour nos chers clients de l'époque, on a une nouvelle solution BI, donc avec du dashboarding, mais en plus, on se rajoute des petits notebooks pour nos data scientists afin qu'ils puissent explorer de manière totalement libre. Ils explorent à la fois le data warehouse, le data lake, tout ce qu'ils veulent, et ça leur est mis à dispo pour eux. Voilà, et sur le data warehouse, on est passé à ce moment-là à une technologie totalement distribuée qui s'appelle Redshift, fournie par AWS, et qui est également un cluster qui est managé, donc ça nous fait aussi beaucoup moins de prise de tête. Et en termes de performance, est-ce qu'on en parle après? On en parlera après. Dernier client auquel on avait pensé à ce moment-là, c'est la partie CRM. Donc, à l'époque, nos télévendeurs, par exemple, n'avaient pas d'idée de combien d'annonces avait le client qu'ils avaient au téléphone.
combien de crédits est-ce qu'ils avaient dépensé? Est-ce que même ils en avaient à l'époque? Combien d'options de visibilité ils avaient? Ça, ils n'avaient pas ces informations-là. Ben, le premier produit data-driven qu'on a pu fournir avec cette data platform, ça a été de leur mettre à disposition ces informations-là directement dans leur outil. Et à côté de ça, on a aussi servi les besoins d'emailing pour pouvoir fournir envoyer des emails beaucoup plus personnalisés. Ouais, créer des premiers segments, quoi, quelque part. Voilà, plutôt que des emails de masse, on fait des segments et on envoie des mails de cette façon-là. C'est vrai que ça, c'est des use cases finalement assez simples où on n'a pas besoin de parler forcément d'IA, mais qui permettent de créer de la valeur directement, assez simplement au-dessus de la donnée. Donc, c'était pour le coup, c'était cool. Ça nous a permis de valider que le pattern qu'on avait de plateforme était viable et on a eu pas mal de succès avec ces projets-là. Du coup, là, c'est bon, on a fait un produit data-driven, tout marche bien, notre infra est bien surveillée, donc on se dit qu'on a fini et qu'on part au bar. Mais non. Pourquoi? Parce que le temps qu'on fasse ça, on est en 2017, et en 2017, c'est l'organisation qui nous rattrape. Donc, comme je vous disais en intro, le Bon Coin, ça a grossi tout le temps. Et on arrive à un moment donné à une limite un peu de l'organisation des équipes techniques en département par spécialité. Et on passe sur un modèle en feature team, donc c'est des petites équipes pluridisciplinaires, donc avec des devs back, des devs front, des devs applicatifs, etc. Enfin, d'applications mobiles, je veux dire. Qui ont chacun des domaines métiers, justement, le mot arrive maintenant dans la discussion, des domaines métiers différents sur lesquels ils sont le plus autonomes possible. Donc cette organisation, elle est inspirée d'un célèbre papier de Spotify, et elle implique un changement d'architecture pour le back-end. On passe d'une appli PHP-C monolithique à une architecture microservice. Sans rentrer dans trop de détails, on passe du coup on va dire un très très gros binaire avec une base de données monolithique dans laquelle il y a tout, à plein de petits services, à minima un par domaine métier justement, qui ont leur propre base de données, et qui peuvent d'ailleurs être sur des technologies différentes les unes des autres. Et à ce moment-là, du coup, on fait face à un problème qui est celui de l'ingestion, justement, et de la plasticité, du fait que, justement, l'interface, les contrats au niveau de l'ingestion soient tacites entre les data engineers qui gèrent la data platform et les back-end engineers qui gèrent le monolithe. En gros, on vient lire les données directement dans la DB plusieurs fois par jour pour les mettre sur S3. Mais du coup, quand les développeurs back modifient le modèle de la donnée au fur et à mesure de le modèle de la base de données au fur et à mesure de leur développement, parce qu'ils rajoutent de nouvelles features, et ils en modifient d'autres, et ainsi de suite, ça a des impacts parfois directs sur nos pipelines. Et ça casse parfois nos jolis petits produits data-driven. Et ça, ils le vivent assez mal, parce qu'ils ont l'impression, et ils n'ont pas complètement tort, qu'on passe par une backdoor pour épier ce qu'ils font sans vraiment le comprendre, et que quand ils changent leur métier de façon tout à fait légite, on est susceptible de venir leur crier dessus parce qu'ils ont cassé le CRM. Et donc, en réfléchissant un petit peu à la façon dont on pourrait dépasser ce problème, vu qu'on ne va clairement pas lire l'ensemble des bases des microservices, on essaie de trouver justement un mode d'interfaçage qui soit plus satisfaisant pour tout le monde. Et ce qui tombe bien, c'est que dans l'archi-microservice, il y a toute une partie de la communication interservice qui se fait de façon asynchrone via un bus d'événements. Et on se dit que justement, cette interface, ça pourrait être une bonne porte d'entrée, un bon moyen d'ingérer l'ensemble des événements métiers qui se passent dans le système pour la data platform. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On met dans la même pièce les data engineers et les back-end engineers, et on réfléchit au contrat, à la façon dont on veut gérer cette nouvelle interface. On écrit des RFC qu'on fait valider à tout le monde. Dedans, qu'est-ce qu'il y a? Première décision forte, c'est que le ownership de la production d'événements, donc de la production de données, elle revient à l'équipe à qui appartient le domaine. Et ça, c'est super fondamental. Et là, en fait, du coup, je spoil un peu, parce que Mick l'a bien expliqué avant. En fait, on commence à mettre un doigt, sans le savoir et sans le nommer, déjà dans l'approche data mesh. On se dit, non, la responsabilité de la production de données, ce n'est pas celle de l'équipe data centrale. Non, c'est vraiment la feature team qui gère son domaine,
qui va aussi choisir ce qu'elle expose en termes de données. D'ailleurs, elle peut choisir d'avoir des flux qu'elle n'expose pas et qu'elle reconsomme elle-même ou qu'elle propose à certaines équipes de consommer, mais qui ne sont pas publiques, sur lesquelles elle ne veut pas faire de backward compatibilité, par exemple. Ainsi de suite. Donc, le code de production d'event appartient à l'équipe qui gère le domaine et le choix du scope public ou privé aussi. On considère le bus comme une API et du coup, c'est le schéma de données des messages qui porte le contrat. En conséquence, pour tous les événements publics, le privé, c'est libre, mais pour tout ce qui est événement public, on sérialise en Avro, donc c'est un langage de sérialisation binaire qui se passe sur un schéma. On impose la backward compatibility pour pouvoir, en gros, depuis le dernier schéma en date, pouvoir relire systématiquement l'ensemble de l'historique. On impose aussi un skeleton commun qui est assez slim, dans lequel il y a un UID pour dédupliquer les événements et une façon standard de donner les timestamps métiers qui est commun à tout LSI. On fait un choix qui est vachement important, qui est de minimiser le contenu des événements. C'est-à-dire qu'en gros, on choisit de mettre par défaut dans les événements des domaines l'ensemble des informations pertinentes du domaine et que du domaine. C'est-à-dire qu'on ne prend pas les détails les détails internes, type séquence de base de données ou statuts obscurs qui servent à gérer certains use cases métiers purement internes. Et on ne donne pas non plus d'infos sur les objets dépendants des autres domaines, par exemple le client, les paiements, etc. Là-dessus, on ne donne que des ID qui permettront d'aller retrouver auprès des propriétaires de ces informations-là l'état des objets. Pour le reste, on met tout. Et on met tout, même si on n'a pas encore de consumer, on n'a pas de client qui va s'intéresser à tout. Ça, c'est un choix qui permet du coup de faciliter, de favoriser vraiment la réutilisabilité des données et qui génère un petit peu plus de couplage. C'est le trade-off qu'on a choisi, on en est assez content, je pense. Voilà. Dernier point, pour tous les événements publics, on s'impose aussi une documentation complète de tous les champs et de tous les événements. À côté de ça, on normalise le naming des entités métiers dans la boîte, la façon de les typer, et comme Kafka, qui est le backbone de notre bus d'événements, est loin d'être un truc sans coût d'entrée, on écrit quelques standards de configuration sur la façon d'implémenter les flux d'événements sur le bus. Et ça, en gros, ça ressemble un peu quand même à un début de règle de fédération. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre stack? Eh ben, on vire les extracteurs manuels. Ils sont remplacés du coup par un archiveur qui va venir, à l'époque c'est du Spark, qui va venir dépiler dynamiquement l'ensemble des topics publics et les basculer en parquet 20 minutes par 20 minutes sur le data. Et à ce moment, on pourrait se dire qu'on a fini. Oui, puis qu'on peut aller au bar. Sauf que non. Non, pas du tout. Là, on a la direction qui vient nous retoquer et qui vient nous dire oui, c'est bien, vous avez des petits produits data-driven. Mais nous, on veut le futur. On veut de l'intelligence artificielle. On veut de l'AI. Et donc, ils avaient payé pour ça. Ils avaient payé pour ça, c'est vrai. On leur a vendu comme ça. Et donc, on va partir très simplement et sans trop de scrupules sur un parcours de recommandation. On se dit qu'on va faire de la reco sur les annonces. C'est quand même assez sympa chez Le Bon Coin de pouvoir faire ça. Et donc, pour ça, on a certains freins en place. Bon, il va peut-être manquer des petits composants parce que typiquement, il va falloir faire de l'entraînement de modèles, par exemple. Et donc, à partir de cette stack qui a été pensée pour le futur, on rajoute tout simplement une brique en batch pour faire du training de modèles. Donc là, on va partir sur du collaborative filtering et on va essayer de comparer les parcours de navigation de nos utilisateurs. À partir de là, ce modèle, il va falloir le déployer et le servir. Et donc pour ça, on va créer un petit service pour servir notre modèle et qui va permettre de faire en temps réel de la recommandation. Donc ce service, il va aller se plugger à Kafka pour récupérer la navigation en temps réel et ne pas aller suggérer à quelqu'un une annonce qu'il vient de voir. Et il va également, comme tout autre microservice, pousser ces événements en direct sur Kafka. Et puis ensuite, on a une boucle de feedback qui est totalement... qui est bien bouclée. Elle est bien bouclée, la boucle de feedback. Donc là, on a du machine learning. On a le futur. Ouais. Donc forcément, là, on pourrait aller au bar. On pourrait aller au bar. On pourrait. Et on aurait fini dans les temps. Mais non.
Pourquoi? Parce que là aussi, l'organe nous rattrape. Comme je disais en entrée, le Bon Coin, ça grossit beaucoup. Et là, par exemple, on voit les effectifs de la boîte. Donc, la courbe bleue, c'est l'ensemble de la boîte avec l'échelle à gauche. En vert, les effectifs tech avec l'échelle à droite. Et vous pouvez voir que, grosso modo, les effectifs tech, par exemple, pour 2018 et 2019, justement, à peu près là où on est dans l'histoire, ils ont juste doublé en gamme. Ce qui fait que, en gros, les data engineers qui sont restés en équipe centrale, justement, se retrouvent en infériorité numérique assez forte vis-à-vis de tous les autres techs. C'est-à-dire que le ratio, en gros, de gens qui bossent sur la data évolue de plus en plus défavorablement. Et du coup, les temps de traversée de tous les projets qui ont besoin, justement, de créer des data products, d'utiliser de l'IA et ainsi de suite, de transformer au-delà de la reco, et ainsi de suite, prennent de plus en plus de temps. Et les temps de traversée sont de plus en plus longs. Vraiment, on est dans la souffrance. Et donc, on s'aperçoit que maintenant, on sait effectivement technologiquement construire des produits data-driven, même des produits de machine learning, mais maintenant, on a besoin de le faire, non pas dans une petite équipe de spécialistes, mais à l'échelle de l'entreprise. Et c'est là-dessus que nous, on arrive sur justement les concepts de data mesh. Du coup, je ne vais pas reprendre, je vais pas refaire l'intro théorique que Mika a très bien fait. Simplement repartir de ce schéma-là, qui est un peu un schéma du premier article qui explique un petit peu ce qu'on met en place lors de ce passage vers le mesh. Donc, grosso modo, on a deux éléments, à mon sens, qui sont relativement importants. Le premier, c'est que c'est du domain-driven design de bout en bout, c'est-à-dire que les feature teams, elles récupèrent toute une partie justement du code data, de pipeline et leur data product. Et donc, du coup, on met des compétences de data engineering dans les feature teams. Et on a aussi des gentils gens qui vont venir faire une sorte de DevOps de le retour en proposant des infrastructures data en mode plateforme, facile à consommer par les autres devs, et qui vont faciliter l'usage de cette plateforme au sein des autres équipes. Nous, on était vraiment convaincus par ce modèle quand on l'a vu sortir en 2019. Un truc qui était cool, c'est que justement sur la partie gouvernance fédérée, eh ben, on avait déjà une grosse base qui nous avait beaucoup aidé. Et donc, on a juste eu à y ajouter le fait qu'on utiliserait aussi le Data Lake comme API, finalement. Et ça s'était incrémenté tout seul. On avait aussi rajouté les notions de privacy by design avec la GDPR et la partie sécurité. Donc ça, on l'avait vraiment sous le coude. À côté de ça, ce qu'on a fait au niveau humain, c'est qu'on a pris des gens des équipes centrales et on les a descendus dans des FT, notamment autour de la reco, par exemple. On en a fait une feature team. On a aussi ouvert quelques postes dans des équipes qui avaient besoin de construire des produits data-driven et qui étaient dépendants du coup des équipes centrales. On a ouvert des postes directement chez eux pour voir comment ça se passait. Donc on n'a pas fait de Big Bang, à l'époque on avait 40 FT, je pense qu'il y en avait du coup 5-6 qui se sont retrouvés staffés avec des compétences de data engineering. Et notre équipe, on va dire centrale de data engineer à Barbe, eux sont vachement concentrés sur la construction, enfin bon, ça fait pas beaucoup de Barbe, sur la construction justement de cette plateforme. Et là-dessus, on a pas mal investi. Sur le parti tooling, quand on a fait le choix d'aller vers le mesh, c'est vraiment le truc sur lequel on s'est concentré le plus. Alors, je vais essayer d'accélérer un petit peu peut-être. Le premier truc qu'on a construit, et qui est, je pense, à mon sens, le plus important, c'est un système d'infrastructure data en mode self-serve. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des mots très compliqués pour quelque chose d'assez simple. En gros, on a une sorte de repo avec une CI/CD on top, sur laquelle les devs viennent déposer des fichiers qui sont descriptifs des flux qu'ils veulent créer, des infra-data qu'ils veulent créer. Donc, en l'occurrence, il y a la topologie du flux. Est-ce que c'est un flux d'événements? Est-ce que c'est une job queue? Est-ce que c'est un buffer, etc. Un t-shirt sizing, un scope, public-privé, toutes les notions d'encoding et de schéma nécessaires, les infos de privacy, savoir à quel point c'est de la donnée sensible ou pas, quel est le domaine, quelle est la team qui le possède, et qui sont les producteurs et consommateurs. Du coup, ce fichier de conf, il est validé. On a des règles métiers qu'on impose et qui sont validées par la CI/CD. Et une fois que c'est validé, on a une partie provisionneur qui émerge
va aller créer les topics sur Kafka, créer les schémas dans le schema registry, provisionner les secrets pour les consommateurs et les producteurs dans Vault, trigger l'archiveur pour qu'il crée un nouveau pass sur S3 et qu'il mette on top, au besoin, une table à tête. Donc ça, c'est automatisé. Et c'est cool. Ça, franchement, c'est le truc qui nous a le plus aidé, je pense. Parce que les devs, notamment back, avaient pas mal de soucis. Ça avait énormément d'impédance à créer un topic, générer les events, parfois faire des itérations sur les schémas dans les environnements de QA et de pré-prod. On a craqué tout ça grâce à cette approche-là, en mettant une couche d'abstraction qui permettait d'éviter pour eux de descendre dans les configurations trop basses de Kafka. Et en permettant d'avoir une couche où on pouvait justement choisir nos propres règles de métier, nos propres règles de métier au-dessus des flux et les imposer. À côté de ça, deuxième tool qu'on a rajouté, un tool de data disco, donc en gros une sorte de search interne qui agrège toutes les sources de données, que ce soit sur le data lake, que ce soit des tables du data warehouse, des dashboards ou d'autres data products plus manuels, et qui accole à la fois la documentation et toutes les données un peu metadata, qui own, qui utilise, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un shot de lui, vous voyez, c'est un truc interne où on va pouvoir aller trouver l'ensemble des sources de données à dispo dans la boîte. À la taille où on est, ça commence à être vraiment efficace et chouette à 500 de pouvoir avoir ce point d'entrée pour trouver ce qui a déjà été fait et ce qui est déjà à dispo tant en termes de données brutes qu'en termes de données de data product plus raffinées. Le Data Quality Monitoring, donc ça c'est un petit tool où grosso modo on a créé un petit consumer Kafka dans lequel on peut injecter des règles métiers, on remonte du coup, on teste chaque événement qui passe sur un topic et on remonte les métriques de respect des règles via Datadog. Toute la partie deploy est faite as a service, donc ça nous permet de monter des boards comme ça, on va pouvoir tester nos règles métiers sur les flux dans l'ensemble des environnements. Ça permet aussi potentiellement de faire du contract testing, c'est-à-dire pour les consommateurs des flux, de poser des règles métiers d'assumptions qu'ils font sur les flux d'entrée et de valider que ça se passe bien. Et enfin, il y a toute une partie MLOps. Donc là, sur la partie ML, on a pas mal avancé depuis la reco, et notamment, on a fait deux choses assez importantes. La première, c'est adapter toute la CI/CD pour y ajouter les notions de modèles, de dataset et d'expérimentation. Et la deuxième, c'est la mise en place d'un feature store qui permet de justement mettre en commun les différents KPI qui servent à l'entraînement des modèles qui ont été générés par les différentes équipes / data scientists pour éviter justement de dupliquer ou de réinventer là. On en est là, mais c'est pour finir. Et non, c'est pas fini, parce qu'effectivement, on en est là, on est assez content, ça a bien changé depuis les données envoyées par mail, et surtout, on a vu que l'approche fonctionne. On a pu avoir des data ingénieurs distribués dans certaines équipes, mais maintenant, comment on passe à l'échelle? Comment on fait pour créer des produits data potentiellement dans plein d'équipes? Est-ce qu'il faudrait qu'on recrute 40 data ingénieurs parce qu'il y a 40 FT de plus? Ça peut passer par là, effectivement, et ça passe aussi... C'est assez dur à négocier. En termes de budget, c'est compliqué. Mais ça peut aussi passer par la convergence, en fait, entre les métiers de software engineer et de data engineer. Et donc, pour ça, on se dit qu'on va polliniser les compétences, parce qu'au final, data engineer et software engineer, il y a plein de choses, plein de compétences qu'on pourrait merger, partager. Et on le voit assez naturellement, d'ailleurs, dans les équipes où on mélange ces gens-là, ils s'enrichissent vraiment les uns les autres. On partage beaucoup, donc ça se voit, mais ça se fait de manière totalement impromptue et au bon vouloir des gens. Et donc, ce qu'on se dit, c'est qu'on va vouloir faire partager sur des pratiques de développement le design et des petites choses intéressantes en termes de data, de stockage, de langage, de modélisation. Je vais aller un petit peu vite parce qu'il est un peu tard. Donc, en termes de pratiques de développement, par exemple, on veut que la CI/CD soit quelque chose que ce soit pas un sujet, en fait, que n'importe quel métier en termes d'engineering soit au courant des pratiques de CI/CD et travaille avec, en fait. On ne peut pas faire autrement maintenant.
Pareil, packager ces composants, c'est devenu un must-have. Le pair programming, qui n'est pas forcément très fréquent côté data ingénieur, on veut essayer de le pousser un petit peu plus et potentiellement même faire du pair programming entre data ing et back-end engineer. Dans l'idée de merger un petit peu les compétences. Et enfin, le TDD, on veut le pousser dans tous les types de métiers. En termes de design, pareil, on a chacun des designs de préférence, mais typiquement, côté data, on veut essayer de pousser la partie clean architecture, ce qui permet aussi au back-end de rentrer plus facilement dans les développements data. La partie refactoring, donc qui est pareil, très 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 poussée côté data côté back-end par contre, pardon, un petit peu moins côté data, d'autant qu'il y a un bouquin, pas de Martin Fowler, mais de la même collection qui s'appelle Refactoring Databases, qui doit aussi devenir un petit peu la pratique par défaut. Et enfin, en termes de système distribué, pareil, chacun a ses préférences en termes de technique. Là aussi, il y a des pratiques à mettre en commun, et il faut s'inspirer des uns des autres. Dans l'idée, un back-end pourra un jour faire des pipelines data tout simplement, sans avoir besoin d'un support de data ingénieur. Et pour finir, en termes de data engine, là, l'idée, c'est que n'importe quel soft-eng puisse faire du SQL. Simon parlait tout à l'heure de pousser de la donnée, on veut la pousser dans Athena, et en tant que ingénieur dans un domaine, on veut pouvoir aller explorer notre donnée. C'est beaucoup plus facile de le faire en SQL que de le faire sur un topic Kafka, par exemple. Pareil, quand on fait un produit data, des problématiques de modélisation, on ne les délègue pas à l'ORM, on le fait nous-mêmes. Donc là, pareil, on va essayer de partager un petit peu les compétences là-dessus. Et pour finir, les types de stockage. Côté data, j'en ai très 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 au courant de ces choses-là. Il faut qu'on le partage pour que des fois, en fonction du besoin, on n'aille pas se diriger directement vers une techno qu'on connaît, mais qu'on aille se diriger vers la techno qui est nécessaire pour ce besoin-là. Pour faire tout ça, chez nous, on se base beaucoup sur nos communautés de pratique. Donc tous les métiers ont leur communauté de pratique dédiée, donc les back-end, les front-end web, iOS ou Android, les data ing aussi. Mais dans l'idée, les data ing pourraient aller en guilde de bac et inversement. On a aussi, et on parie beaucoup là-dessus, des formations en interne. Donc que ce soit pour les personnes qui arrivent, qui vont être formées à quasiment tous les sujets dont je viens de parler, mais aussi tous ceux qui étaient déjà là, qui vont également être formés sur ces sujets-là, mais aussi sur des sujets comme les design patterns, l'event sourcing et tout plein d'autres sujets qui sont très intéressants pour le data mesh. J'en ai fini. Est-ce qu'on y sera en 2023 ? Si vous avez des questions. Merci beaucoup à tous les deux. Il n'y a pas de questions pour le moment dans le chat. Hop. Et donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions. Profitez-en maintenant. Sinon, je vais... Alors, moi, j'en profite. Moi, j'en ai plein. Et en plus, je peux parler directement. J'ai même pas besoin de passer par le chat. Donc, j'abuse un peu de mon pouvoir, mais j'en profite. Une question, parce que l'heure tourne quand même. Et après, qu'on ne se fasse pas couper. Il y a quand même un enjeu clé, je pense aussi, pour ceux qui nous écoutent. Le Bon Coin est une société tech. Enfin, vous le dites, un tiers de votre... Oula. Désolé, on a été déco. Ouais, il y a eu une grosse coupure. C'est bon, c'est revenu ? Ouais, okay. Donc, le Bon Coin est une société tech, mais pour beaucoup qui nous écoutent, je pense d'entreprises traditionnelles, des banques, de l'assurance, du retail ou d'autres types d'entreprises. Un des gros challenges quand même, c'est de parvenir à embarquer les métiers directement dans cette démarche. Alors, le data mesh, en plus, est très jusqu'au boutiste, comme j'avais expliqué sur cette démarche d'embarquer les métiers. Est-ce que vous avez aussi cette problématique côté Le Bon Coin et comment vous avez réussi à la résoudre ? C'est pour ça que je dis qu'en fait, quand on a vu le concept, on avait l'impression d'avoir déjà fait plus ou moins la moitié du chemin, parce que le switch en organisation Feature Team, il règle son métier. Il met le business dans les équipes de dev. Et donc, à partir de là, nous, les problèmes qui nous restaient, c'est parce qu'on avait à ce moment-là, on avait fait le choix de laisser la data en centralisé. Donc, en gros, en fait, on a juste mis, au bout de 2 ans, on s'est dit non, mais en fait, en vrai, on devrait aussi l'embarquer comme ça. Le business et tous les devs sont tous ensemble dans les mêmes équipes par domaine et il n'y a plus d'impédance.
D'accord, mais en fait, vous, vous aviez déjà fait ce pas un peu organisationnel grâce au Feature Team et à l'organisation à la Spotify que vous aviez montré, que vous avez montré un moment. C'est ça, hein? Ouais, tout à fait. Top, merci. Et ça, c'est vrai que, en fait, du coup, c'est, je pense, assez dur quand tu as une orga qui est, comment dire, justement assez exogène, où les fonctions data, elles sont centrales, transverses et Mmh. assez éloignées de tas de métiers différents et potentiellement distribués à travers des boîtes ou des pays, et ainsi de suite. Je pense à la grande distrib et ainsi de suite. Je pense que c'est très compliqué parce que voilà, arriver à trouver justement, enfin, il n'y a pas de secret. Moi, la seule chose que j'ai vu marcher, c'est de mettre les gens dans les mêmes teams. Oui, c'est clair. C'est clair, c'est ce qu'on voit aussi chez différents clients. Vous n'avez pas parlé d'API. Comment vous faites les liens entre les différents produits, entre les différents features, si on peut Alors, reprendre c'est votre une bonne terme? question. Du coup, comme tu disais, Mesh, c'est un peu agnostique de la techno dans l'approche. Donc, du coup, en fait, tu fais tes choix. Chez nous, systématiquement, en termes d'interface, on va parler au global, on a par défaut du flux Kafka et du S3 pour les mêmes data products, hein, j'entends. Et quand on va avoir les besoins, on va mettre les mêmes datasets en cache derrière des API REST ou gRPC. Et ça, on fait techniquement, on fait au besoin. Ok, top. Et donc, il n'y a pas encore une gestion centralisée des API pour gérer l'ensemble des accès, des habilitations et des échanges entre produits? Alors, pour ça, en fait, c'est plutôt là une approche service mesh qu'on a. D'accord. C'est-à-dire qu'on a de la on n'a pas de gateway, on a eu un moment donné, on l'a fait péter, parce que justement, ça oblige de la centraliser. Du coup, on a de la configuration des API et du service discovery un peu décentralisé. Et on va vers un truc où les devs choisissent, grosso modo, le mode de consommation des API qu'ils exposent pour leurs clients et toute la partie tuyauterie et justement politique de retry, rate limiting, sécurité, etc. est faite par le service mesh. C'est deux approches qui se complètent pas mal, le service mesh et les data mesh. Ouais, ce que j'allais dire, tu es quand même très, très proche de ce qu'il faut faire en data mesh, hein, finalement, sur cette approche service mesh, c'est clair. Ok, top, merci. Bon, moi, j'aurais encore plein de questions, mais Non, je crois qu'on va mais se faire taper par les ouais. doigts par Thomas. Ouais, Et il y a mon ventre aussi qui me rappelle à l'ordre par ailleurs, mais bon. ouais. Il y avait une petite question dans la conversation, un gros piège à éviter. Alors, si je peux me permettre, pour le coup, c'est peut-être pas forcément lié au data mesh directement, mais à la data platform en général. Ce que j'ai beaucoup vu entre mes deux passages chez Le Bon Coin, c'est Redshift utilisé comme data lake. Et en fait, à partir de là, on se bloque toute la réutilisation possible de la data. Donc globalement, la donnée brute, elle ne va pas dans une base relationnelle, parce qu'on pourrait même stocker des images ou n'importe quel blob. Le choix du data lake me semble un gros point important, parce que c'est en fait le pivot qu'on a. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou si quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose. Si Mick, tu veux rajouter quelque chose. Non, mais en tout cas, faut pas faire ça. Ouais, faut pas faire ça. Mais je l'ai beaucoup vu. Non, c'est très juste. Ok. Je vais compléter, mais ça va compléter ce que tu dis tout à fait, Stéphanie. C'est aussi pas tout miser sur l'approche technologique. Attention, moi je le vois chez tous nos clients, on a tendance à avoir des approches finalement solutionnistes. Ah bah c'est fantastique, on a un problème, on va acheter une nouvelle solution, on pose la nouvelle solution, on l'intègre, et puis ah bah ça marche toujours pas en vrai. Puisque clairement, assorti du data mesh, il y a tous les concepts qui sont à mettre autour d'organisation, d'acculturation, d'infrastructures fédérées, de gouvernance, de méthodologie. Tous ces points sont à traiter en parallèle, avancer sur les 4 piliers que j'ai présentés en même temps, même s'il ne faut absolument pas négliger les aspects technologiques, bien évidemment. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais l'aborder que par l'aspect technologique est une erreur, je pense. Et c'est l'erreur la plus fréquente. Ouais, tout à fait d'accord. 100% d'accord, et je pense d'ailleurs que la majorité de l'effort, en fait, en temps, en investissement, etc., il est plus significatif sur la partie pratique, organisation et justement méthodo que sur la partie tooling. C'est plus simple au final. Le latex, c'est plus. Donc, continuons de faire de l'acculturation. Et bravo Thomas pour tes efforts de présenter, en plus du salon, des éléments qui doivent permettre d'acculturer et d'expliquer, parce que c'est un enjeu clé. Ok. Bah, merci beaucoup. Surtout merci à tous les trois pour votre présentation, tout ce que vous avez apporté comme éléments concrets. Je rappelle, le salon aura lieu le mardi 20 septembre 2022 à la Cité des Congrès de Nantes et en hybride sur PlaceMeet.
Voilà. On va ouvrir un appel à conférenciers mi-avril, donc n'hésitez pas à nous proposer des sujets de vos entreprises, de vos clients ou autres. On est très preneurs. Il nous reste quelques places de sponsoring, donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre pour mettre en avant vos entreprises et on vous fera parvenir aux différents participants le lien vers le replay et également un petit questionnaire de satisfaction pour savoir si le format vous plaît, si on doit refaire ça sous un autre format et quelle thématique vous intéresserait sur ce type de format. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Et s'il y en a qui veulent rester, la cafétéria en dessous est ouverte jusqu'à 14h45, si vous voulez échanger. Voilà. Bonne journée à tous et merci Merci à beaucoup. tous. Bonne journée, merci. Au revoir. Merci, à très bientôt.